Messieurs, dames, bonjour, bonsoir. Merci d'être présents ce soir, aussi nombreux. Je pense qu'on est en train d'atteindre notre record de tous les webinaires que l'on a fait jusque-là. Donc, nous allons commencer cette soirée par une petite introduction que Jean-Loup Lafeuillade, donc vice-président de l'Union des podologues et ex-président depuis peu de l'Union des podologues. À toi, Jean-Loup. Bien, bonsoir à vous tous et à vous toutes. C'est toujours un plaisir d'intervenir pour les webinaires de l'Union. Merci Myriam. Donc Myriam, pour ceux qui ne le sauraient pas, vient de prendre la présidence de l'Union des podologues il y a quelques semaines maintenant, quelques jours. Je vous souhaite bien évidemment une très belle réussite dans son mandat. Le conseil d'administration dont je fais partie, bien évidemment, la soutient entièrement dans les orientations qu'elle prendra. C'est vrai que c'est très impressionnant de vous voir aussi nombreux ce soir sur le webinaire de l'Union. C'est un webinaire que nous essayons de faire de manière mensuelle sur des sujets d'actualité qui touchent la profession. Et le fait est, le sujet du SSI et du passage éventuel au SSI est quelque chose qui touche chacune et chacun d'entre nous. Mais avant d'aller dans le cœur du sujet sur l'aspect technique et le détail de ce passage éventuel au SSI, que nous présentera Bruno Salomon, que beaucoup connaissent parce que c'est un ancien aussi dans le syndicalisme et qui est assez pointu sur ces questions-là, j'aimerais quand même qu'on fasse un petit rappel de ce qu'est l'Union des podologues pour celles et ceux qui ne nous connaissent pas, parce que je me suis aperçu, nous sommes aperçus au niveau du conseil d'administration que beaucoup de personnes qui se connectaient à nos webinaires n'étaient pas forcément adhérents. Vous n'étiez pas forcément, vous ne connaissez pas forcément notre structure. Alors, il n'est pas question pour moi de faire du prosélytisme outrancier et de vous dire adhérer, c'est pas le problème. Je veux simplement vous faire part de cette aventure que nous avons lancée maintenant il y a un peu plus d'un an, le 10 janvier 2022. C'est une aventure humaine avant tout, puisque c'est une équipe de 8 personnes qui ont décidé de travailler dans l'intérêt des pédicures podologues de toute la France pour pouvoir promouvoir notre métier, pouvoir le développer et surtout pouvoir partager avec les pédicures podologues de l'ensemble du territoire national et outre-mer des informations de qualité. De qualité parce qu'elles sont vérifiées, parce qu'elles sont travaillées et parce que nous passons suffisamment de temps avec les autorités de tutelle et en lien aussi avec les différents ministères qui régissent notre profession pour pouvoir les valider. Donc ce soir, ce que vous entendrez, les chiffres qu'on va vous donner, les informations qu'on va vous donner sont vérifiées, sont validées, et il n'y a pas de surprise. On peut voir en ce moment sur les réseaux sociaux ou sur des sites internet des vidéos ou des publications qui malheureusement sont pleines d'inexactitudes, voire d'erreurs, et qui peuvent conduire des consoeurs et des confrères à ne pas faire le bon choix. Voilà. Donc, notre ambition à l'Union des podologues, et vous pouvez le voir sur notre plateforme Internet et sur toutes les publications que nous faisons, c'est au jour le jour, au fil de l'actualité du monde de la santé, plus généralement de l'actualité française, parce que nous sommes dans le monde de la santé, nous sommes aussi dans un pays, et donc il y a des décisions qui peuvent aussi influer ou influencer nos décisions et notre vie de tous les jours dans nos cabinets, et donc on essaie de vous partager au maximum ces informations-là. Par exemple, les ristournes sur le carburant, on a fait des communications là-dessus, sur les différentes dispositions sur la réforme des retraites, parce que ça, ce sont des sujets de société, mais qui vont nous toucher peu ou prou dans notre activité quotidienne. Voilà. Donc c'est important que vous sachiez toutes et toutes que l'Union des podologues, c'est un syndicat moderne. On travaille énormément en dématérialisé, comme ce soir, sur des webinaires. On interagit beaucoup avec notre cible, nos adhérents payants et nos adhérents en ligne sur le site, puisqu'on a un double degré d'appartenance au syndicat, et qu'à partir de ce moment-là, on a vraiment la possibilité de diffuser très rapidement les informations qui peuvent vous concerner dans votre exercice quotidien. Pour autant, un syndicat aujourd'hui, enfin le syndicalisme dans sa globalité est malmené, très malmené. J'en veux pour preuve les échanges qui peuvent avoir lieu aujourd'hui à l'Assemblée nationale sur la loi RIST, par exemple. Vous en avez sans doute entendu parler toutes et toutes, parce que nonobstant le fait qu'elle permette aux pédicures podologues d'avoir des avancées qui effectivement sont attendues par la profession depuis 25 ans sur la prescription autonome des orthèses plantaires ou sur la prescription et la gradation des soins pour les patients diabétiques, nonobstant ce fait-là, cette loi-là a été finalement
écrite, négociée et faite avec les ordres, uniquement avec les ordres. Or, sans vouloir faire une opposition qui serait déjà malvenue et malsaine, mais il faut quand même rappeler que l'ordre est un organisme d'État obligatoire pour lequel chacune et chacun d'entre nous payons une cotisation. On n'a pas le choix. Alors que l'ordre fasse ses missions, c'est normal. Voilà. Par contre, que l'ordre vienne sur le terrain du syndicalisme, je ne suis pas sûr que pour la démocratie et que pour je veux dire, le développement de notre profession et de nos actes, ce soit une bonne chose qu'il n'y ait qu'un seul interlocuteur. C'est pourquoi je lance un appel un peu solennel ce soir à tout le monde, c'est de dire, de se poser la bonne question, comment est-ce qu'on peut faire évoluer notre profession, comment est-ce qu'on peut aller plus loin dans la reconnaissance de nos actes, dans la valorisation de nos actes, dans la création de nouveaux actes que les pédicures-podologues pourraient faire dans leur cabinet. Eh bien ça passera par un syndicalisme fort. Voilà. Peu importe le syndicat, moi je pense qu'il faut qu'il y ait plusieurs syndicats forts dans notre profession pour qu'on puisse débattre, échanger, qu'il y ait une émulation intellectuelle entre les uns et les unes et les autres pour qu'on puisse proposer et qu'on fasse bouger les lignes au niveau de nos décideurs nationaux autrement que dans une seule direction portée par les ordres. Voilà, c'est un message que je voulais vous faire passer en introduction de ce webinaire. Maintenant, on va se reconcentrer sur les échanges de ce soir. Déjà en 2012, de mémoire, Bruno, je parle sous ton contrôle, hein, si je dis les conneries, il faut surtout me reprendre. Mais déjà en 2012, on avait eu la possibilité pour des consoeurs et des confrères de passer à ce qu'on appelait à l'époque le RSI. Alors, à l'époque, il y avait eu beaucoup de fake news, on pourrait dire ça comme ça, ou d'inexactitudes qui avaient conduit finalement 2000 podologues à franchir le cap sur les 12 000 qu'on était à l'époque, ce qui était relativement peu. Au final, il y avait quand même, je pense, un intérêt majeur à le faire. Voilà. Alors, est-ce que les choses ont changé? Est-ce que finalement, aujourd'hui, la situation est vraiment différente de celle d'il y a une dizaine d'années? Eh bien, c'est tout l'intérêt de notre webinaire de ce soir, c'est de vous donner toutes les clés de lecture possibles par rapport à cette possibilité qui va être donnée dans la loi de financement de la sécurité sociale 2023 pour pouvoir passer du régime PAM au régime SSI. Donc, je vais laisser la parole à Bruno, qui va nous présenter de manière technique et précise les enjeux. À partir de quel moment on peut basculer au SSI, ou est-ce qu'il faut basculer tout de suite, peu importe finalement son chiffre d'affaires, sachant que tout ça est lié à cette obscure chose que nous ne maîtrisons pas forcément les uns les autres et pourtant qui régit notre profession, c'est notre convention. Les conventions, pour rappel, sont des accords passés entre les syndicats représentatifs et l'assurance maladie afin de permettre aux professionnels qui signent cette convention de bénéficier d'avantages dits conventionnels. Alors, est-ce que nous, dans le cadre de notre convention, qui, je le rappelle, est extrêmement réduite, puisque nous n'avons qu'un acte aujourd'hui qui est la CLEPOD, on va éviter les débats sempiternels sur la NP, on va rester vraiment sur la CLEPOD. Est-ce que oui ou non, aujourd'hui, dans le cadre de notre activité avec cette clé, on a intérêt à rester au régime PAM avec les avantages conventionnels qui en découlent? Si oui, jusqu'à quel montant? Et ensuite, est-ce qu'on a intérêt à passer au régime SSI? Voilà. J'espère que vous aurez toutes vos réponses. En tout cas, n'hésitez pas à poser vos questions sur le fil d'actualité, sur le chat. Vous posez vos questions, on y répondra en fin de webinaire. Je laisse la parole à Bruno et je vous souhaite à toutes et tous une excellente soirée en notre compagnie. Merci beaucoup. Bruno, c'est à toi. Merci Jean-Loup pour cette introduction. Je vais tout de suite répondre à une de tes questions. Oui, il y a eu des changements par rapport à 2012 et la possibilité qu'il y avait eu à l'époque de passer effectivement au RSI à l'époque. Et il y a aussi un contexte, on va dire, plus apaisé par rapport à la possibilité de changer et une période quand même beaucoup plus longue, puisque on aura du 1er avril jusqu'au 31 décembre pour faire ce choix et que ça va laisser quand même un peu plus de temps que la dernière fois où on avait eu, je pense, 1 mois et demi ou 2 mois, je ne me rappelle plus, je n'ai pas recherché précisément. Mais voilà, donc ça va être des conditions un peu différentes. Et l'ASSI d'aujourd'hui n'est pas le RSI d'il y a 11 ans. Alors, on va commencer donc ce petit webinaire. Voilà, donc régime PAM ou SSI, comment choisir?
Alors déjà, le contexte, c'est qu'il y a eu la loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 qui a introduit la possibilité aux pédicures podologues de demander à ne plus être affiliés au régime d'assurance obligatoire, donc le régime PAMC, qui est notre régime naturel, on va dire, en tant que praticien conventionné. Et cette faculté est ouverte, donc, comme je venais de vous le dire juste avant, du 1er avril au 31 2023, 31 décembre 2023. Elle est applicable à compter de l'exercice suivant, c'est-à-dire que même si on fait le choix au mois d'avril, ça ne sera applicable qu'à partir de 2024. Par contre, cette option, une fois qu'elle aura été prise, elle présentera un caractère définitif. Bon, c'est ce que le définitif peut être parfois, mais enfin bon, on va aller sur cette idée que ça sera définitif. Alors, avant de rentrer dans le détail technique, comme tu le disais, Jean-Loup, je voulais quand même refaire un petit point d'histoire rapidement, sans vous barber, j'espère, en vous rappelant effectivement que dès que ça va en 2004, le régime PAMC, donc les praticiens d'auxiliaires médicaux conventionnés, c'était le même pour tous, et la cotisation maladie était à ce moment-là de 0,11%, c'est-à-dire qu'en réalité, elle était déjà plus élevée que ça, mais la participation des caisses sur cette cotisation faisait que les professionnels ne payaient que 0,11% de leurs revenus pour leur cotisation maladie. Ce qui s'est passé, c'est que en 2004, il y a eu une réforme de l'assurance maladie, une grosse réforme, la dernière grosse réforme de l'assurance maladie qui a eu lieu. Et dans cette réforme et donc dans les mesures qui étaient mises en place à partir de cette réforme, l'assurance maladie a décidé à ce moment-là, elle participerait donc aux cotisations maladie des professionnels de santé conventionnés uniquement sur les revenus conventionnés. En 2004, vous voyez qu'après, on parle du choix qu'on a dû faire en 2012. Les choses se mettent en place souvent assez lentement dans ce genre d'organisme. Et en particulier, il y a eu, donc vous voyez, en 2007, une lettre circulaire de l'ACOS. Donc l'ACOS, pour ceux qui ne le savent pas, c'est en fait la banque de l'URSSAF, on va dire, hein. C'est la caisse centrale des organismes de sécurité sociale, donc même au-delà de l'URSSAF, même l'assurance maladie. Et dans cette note, il y avait un petit paragraphe très important qui a déclenché beaucoup de choses, puisqu'il disait, donc c'était par rapport effectivement à cette participation uniquement sur les revenus conventionnés, qui disait que des dispositions transitoires ont été prévues par les... Ainsi, dans l'attente de la signature d'avenants ou accords conventionnels avec les orthoptistes et les pédicures podologues, les modalités antérieures de participation des caisses sont maintenues sur ces professions, sur le fondement des articles blablabla de la sécurité sociale. Tout ça pour dire que, jusque donc en 2007, ils s'en n'inquiétaient pas trop encore de la mise en place qui était prévue, mais surtout que nous, pédicures podologues, nous n'avions pas de convention nationale, et ça ne posait, ce qui n'avait pas posé problème plus exactement jusque-là, commençait à en poser par rapport à cette nouvelle donne de l'assurance maladie. Et c'est pour ça que fin 2007, Louis Ollier, alors président de la Fédération nationale des podologues, a signé cette fameuse convention qui, et c'est pour ça que je voulais insister quand même, parler de ça, qui n'est pas celle qui a déclenché le changement de cotisation maladie, mais qui a été une réponse à ce qui était en train de se mettre en place, une réponse certes incomplète, on est d'accord, parce qu'aussi il y a eu des choses qui nous ont été un peu cachées à l'époque, voire des informations fausses qui nous ont été données par la sécurité sociale. Je dis nous parce que il se trouve que je participais avec Louis à cette négociation. Et donc, voilà, mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ce n'est pas la convention signée par Louis Ollier à l'époque qui a déclenché cette cotisation maladie exorbitante qu'on a eue pendant des années. Après, il y a eu d'autres choses d'ailleurs qui sont venues dessus, mais c'est bien une réaction qui a été proposée par la Fédération nationale, seul syndicat représentatif de l'époque, qui était une convention pour essayer de conserver à minima ce dont on bénéficiait jusque-là.
Et donc, quand je dis il y a eu d'autres choses qui sont arrivées après, puisqu'en fait, dans le cadre de la signature, au départ, c'est ce qui était prévu, c'est qu'il y ait une application progressive sur 3 ans, c'est-à-dire que pendant 3 ans, la participation des caisses sur la cotisation maladie diminuait d'un tiers pour arriver à au conventionné. En fait, ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'il y a eu des règlements, des lois, enfin des arrêtés qui ont modifié certaines choses. Ce qui fait c'est pour ça qu'on est arrivé en 2011 et donc pour 2012 à une solution qui semblait être la plus raisonnable à l'époque. C'est de dire, vu comment ça se passe, puisque au départ, quand je dis on nous a menti, effectivement, on nous avait laissé entendre qu'il était possible d'avoir une double affiliation, c'est-à-dire qu'une affiliation PAMC pour les revenus conventionnés. Enfin, quand je dis on nous a menti, ce n'est pas vrai. C'est que la loi qui a changé entre-temps, parce qu'il y avait d'autres professions que ça n'intéressait pas et qui étaient plus puissantes que nous, les chirurgiens dentistes, pour ne pas les nommer, qui ont fait tout pour que cette double affiliation ne puisse pas se faire. Et donc, c'est pour ça que 2012, début 2012, cette possibilité de passer déjà à ce moment-là donc au RSI et que cette option qui nous a été offerte est arrivée dans un contexte compliqué puisque c'était au moment des... Pourquoi ma caméra s'est désactivée, je ne sais pas. D'accord. Bruno, c'est parce que ça bug un peu quand tu parles, donc du coup, on coupe ta caméra. D'accord, ok. Non, non, mais du coup, ça m'a surpris, j'ai vu un message. Ok. Et donc, oui, c'était au moment de l'élection présidentielle et il y a eu plein de... effectivement, tu parlais de fake. À l'époque, on ne disait pas comme ça, mais enfin bon, comme quoi, de toute manière, la cotisation à la sécurité sociale des indépendants, enfin, ouais, si, allait de toute manière exploser si François Hollande était élu, enfin, etc. Il y avait des choses comme ça qui circulaient, qui ont fait que cette campagne de passage au RSI, de cette possibilité, effectivement, comme disait Jean-Loup tout à l'heure, il n'y a qu'à peine 2000 professionnels qui ont saisi l'occasion à ce moment-là. Oui, alors il faut bien rappeler, tu as raison, hein, Bruno, de faire un petit peu d'histoire, parce que c'est vrai que ce n'est pas la convention des pédicures-podologues signée en 2007 qui a entraîné cette situation, c'est bien l'application de la loi. Et derrière, en 2012, la proximité de l'élection présidentielle avec la possibilité de voir effectivement la gauche, entre guillemets, revenir au pouvoir sans faire de politique politicarde, hein, mais a mis sur les réseaux sociaux de l'époque le feu un peu aux poudres en disant mais le RSI, les cotisations vont exploser, c'est pas la peine d'y passer, etc., etc. Bon, 10 ans après, on s'est aperçu que tout ça, c'était faux. Le RSI avait d'autres problématiques, hein, pour le coup, mais pas celle de l'augmentation du taux de cotisation. Je te remercie pour cette précision. Donc voilà, pour le point d'histoire, effectivement, je pensais que c'était important de revenir dessus. De quoi parle-t-on précisément? Voilà. Aujourd'hui, ce soir, on est là pour parler de la possibilité, donc, comme je disais au début, qui nous est offerte de renoncer, puisque c'est comme ça que c'est écrit dans le texte, de renoncer au régime des praticiens auxiliaires médicaux pour se retrouver au régime de la sécurité sociale des indépendants. Mais donc, surtout, ce que je veux bien que tout le monde ait en tête, c'est que ce choix ne concerne qu'une chose, c'est la cotisation pour notre couverture maladie personnelle. C'est-à-dire que ça n'influence en rien la prise en charge de vos patients, de nos patients. Il n'y a aucune modification par rapport à ça. Et ça ne joue pas non plus sur les autres cotisations obligatoires, pour retraite par exemple, ou CSG, CRDS, malheureusement, ça ne les diminue pas non plus. Donc voilà, c'est vraiment un cas très précis, c'est l'assurance maladie pour nous couvrir dans les cas qui sont prévus par l'assurance maladie obligatoire. Donc, une fois qu'on a posé ça, puisque on nous propose un choix entre deux régimes, on va faire un comparatif entre ces deux régimes. Donc, la première comparaison, ça aurait pu être la deuxième, mais la première comparaison que je vais proposer, c'est quelles sont les prestations dans l'un ou l'autre. Il se trouve, et là aussi, effectivement, ce n'était pas le cas 11 ans en arrière, où il y avait des différences, parfois minimes, parfois importantes ou parfois pas de différence. Aujourd'hui,
les deux régimes sont exactement identiques au niveau des prestations. Alors, quand je dis exactement, il y a juste une petite spécificité en cas de maternité, mais j'allais dire, c'est une spécificité, c'est un cas de niche, puisque c'est par rapport à la prestation en cas de maternité pour les professionnels ayant des revenus inférieurs à 4 000 euros. Donc, ça concerne quand même très peu de personnes, mais où dans ce cas-là, effectivement, l'allocation est proratisée et n'est pas aussi importante que pour les autres professionnels qui sont dans l'un ou l'autre des régimes. Mais vraiment, c'est vraiment très, très particulier. Mais sinon, ce sont aujourd'hui les mêmes prestations. Donc, l'autre comparatif intéressant, c'est quelles sont les cotisations. C'est là un peu le sujet, oui, le nerf de la guerre aujourd'hui. Les cotisations, elles sont en réalité, identiques pour les deux régimes. Je vais arriver après aux différences, mais la cotisation de base, elle est identique pour les deux régimes. Et en plus, sur cette année 2023, il y a des nouveaux taux qui ont été revus à la baisse pour l'ensemble des professionnels, et donc qui s'appliquent aussi bien au régime PAMC qu'au régime de la SSI. Donc, vous les voyez. Le fameux taux qu'on connaît, qu'on a tous en tête ou pas, mais enfin qu'on a souvent en tête de 6,50%, aujourd'hui ne s'applique que pour les revenus professionnels supérieurs à 40, pour ceux qui ont des revenus professionnels supérieurs à 48 392 euros, donc 110% du PAS. Alors le PAS, je rappelle, c'est le plafond annuel de la sécurité sociale, qui est revu tous les ans, qui est un indice qui permet de calculer justement les prestations sociales ou les cotisations pour ces prestations sociales. Donc cet indice-là, qui est revalorisé tous les ans, aujourd'hui, jusqu'à 110% du PAS, donc 48 392 euros, donc jusqu'à 48 391, le taux de 6,50 ne s'applique pas, c'est un taux progressif. Vous voyez, je vous laisse lire les différentes tranches, je ne vais pas vous faire du redondant en vous lisant ce qui est écrit sur l'écran. Mais donc voilà, ce taux de 6,50%, c'est aujourd'hui le taux normal de cotisation maladie qui est minoré pour les revenus inférieurs à 48 392 euros. Mais alors, vous allez me dire, si c'est le même taux, où est le problème? Le problème, il est que quand ce taux a été en fait aligné entre le SSI et la SSI et le PAMC, puisqu'il était différent auparavant, il était aligné en 2012-2013, je ne sais même plus exactement enfin, à quel moment précisément, mais à ce moment-là, l'assurance maladie a créé une deuxième tranche, qui est cette fameuse taxe additionnelle de 3,25 euros, 25%, pardon, qui s'applique sur l'ensemble des revenus non conventionnés. Et c'est là, ça a été le combat de toute la profession depuis que cette taxe additionnelle a été créée. C'est là qu'était le problème. Et en plus, je me rappelle à l'époque avoir discuté avec le directeur de la CNAM, la Caisse nationale d'assurance maladie, qui disait, mais vous vous rendez compte, jusque-là, le taux de cotisation, il était de 9,81. Là, vous avez 6,50 plus 3,25, il passe à 9,75. On a fait un gros effort. Ce qui était quand même assez ironique, on va dire. La participation au régime PAMC de l'assurance maladie continue à être pratiquée sur les revenus conventionnés, ce qui fait que sur tous les revenus conventionnés, le taux est ramené à 0,11% pour le praticien, alors que sur tout ce qui est hors convention, et je vais y revenir après, mais il faut bien voir que nous, la convention, comme l'a dit Jean-Loup, ça ne concerne que la clépode, un petit peu l'AMP, mais effectivement, mais que les orthèses plantaires qui sont pourtant remboursées par la sécurité sociale ne font pas partie de la convention, puisqu'en fait, elles sont dans un autre cahier des charges, on va dire, de la sécurité sociale, qui n'est pas considéré comme conventionnel. Donc voilà, c'est pour ça. Et c'est quand je vous parlais au départ de mensonges ou de faux semblants qu'on avait eu à l'époque au moment de la signature de la convention, dans l'avenant, pas dans l'avenant, dans le préambule, pardon, de la convention de 2007, il était bien indiqué noir sur blanc que les orthèses plantaires finiraient par être
prise en charge dans le panier de ces actes conventionnés si les formules disaient si techniquement cela s'avérait possible, quelque chose comme ça. Et en fait, là, c'est vrai qu'aujourd'hui, en fait, peut-être que ce n'était pas une bonne solution parce qu'on serait allé sur un taux de remboursement, enfin un remboursement, un tarif de remboursement imposé. Peut-être que ce n'était pas la bonne chose, mais on aurait eu plus d'actes quand même au niveau du régime PAMC, et vous allez voir après que ça aurait peut-être eu une incidence différente. Enfin, toujours est-il. Bruno, Pardon, Bruno, est-ce que tu peux... je diverge trop. Non, mais est-ce que tu peux nous donner le pourcentage moyen d'actes conventionnés réalisés par la profession? Est-ce que tu as ce chiffre? Je vais y venir après, mais effectivement, aujourd'hui, on est entre 5 à 10% d'actes conventionnés. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, 5 à 10% des actes sont soumis aux avantages conventionnels et donc on va dire 95% de nos actes sont soumis à la taxation maximale, quoi. Tout à fait. Voilà. C'est ça, le Exactement. message, c'est celui-là. Exactement ça. Ok. Merci beaucoup. Donc, pour illustrer ces problèmes de cotisation, je vous ai préparé 2 exemples. Donc, un premier exemple d'un professionnel, Alexandre, qui a un BNC de 20 000 euros, dont 2 000 euros de revenus conventionnés. Là, tu vois, je suis passé sur 10%. Enfin, non, parce que le 20 000 euros et 2 000 euros sont… Si, pardon, je suis sur 10%. Et donc, sa cotisation maladie est de 786 euros au régime PAMC. Et s'il était au SSI, elle serait de 219 euros, soit un gain de 568 euros en basculant au SSI ou à SSI, parce que c'est la sécurité sociale. Donc, même si on a tendance à dire oh, on devrait dire ALA. Voilà. Donc, ça, c'est un premier exemple pour un professionnel avec un BNC de 20 000 euros. Tu peux me rappeler le revenu moyen du Cassandre, qui elle a… hein? Bah, là, on y est. Bah, c'est cet exemple-ci. On est à peu près, bon, j'ai arrondi, mais on est à peu près au revenu moyen de la profession, 30 000 euros. Ouais, c'est ça. Donc, On est sur cette ordre de grandeur pour le BNC moyen des pédicures-podologues en France. voilà, on est plutôt en réalité aux alentours de 29 000, mais bon, voilà, j'ai arrondi à 30 000 pour faire un exemple plus carré, on va dire. Donc, dont 5 500 de revenus conventionnés, ce qui commence à être proportionnellement relativement important. La cotisation maladie au régime PAMC serait de 1 918 euros, quand elle serait de 1 323 à la sécurité sociale des indépendants. Soit un gain finalement qui est pratiquement le même que l'exemple précédent, de 596 euros en basculant à la SSI. Voilà pour ces 2 exemples, parce que je ne vais pas vous assommer de tas d'exemples. De là, permettre déjà de voir quel pourrait être l'intérêt pour les professionnels de passer, de renoncer, donc on va dire, au régime PAMC. Alors, après, pour bien comprendre le sujet, il faut savoir de quoi on parle quand on parle de revenus conventionnés. Aujourd'hui, la définition des revenus conventionnés, c'est les revenus tirés des actes remboursables. Donc, je lui dis bien, comme ce que vous disiez avant, hors test plantaire pour nous. Donc, on est effectivement sur les actes POD et les AMP, mais sur la part remboursée de l'AMP. Donc, tout ce qui est au-dessus de 1,23 €, c'est du dépassement d'honoraires. Donc taxé avec à 3,25%. Les rémunérations forfaitaires versées par l'assurance maladie, famille. Donc, vous avez rempli les indicateurs, j'espère, en début d'année. Les indemnités de perte de ressources et remboursement de frais reçus par les professionnels de santé dans le cadre de leur mandat au sein des instances paritaires conventionnelles. Et les indemnités de perte de ressources, de remboursement de frais versés aux professionnels de santé conventionnés dans le cadre du fonctionnement des CPTS ou des maisons de santé pluriprofessionnelles ayant conclu un contrat avec les ARS. Donc, en clair, on va dire de façon… CPTS, communauté professionnelle, excuse-moi Bruno, territoriale. CPTS. Allô, Bruno, ouais, excuse-moi. Communauté professionnelle territoriale de santé, voilà. ou les maisons de santé pluriprofessionnelles. Mais donc, c'est dans
les revenus conventionnés, clairement, en même temps, c'est écrit, c'est dit dans le nom, c'est tous les revenus pour lesquels une convention a été signée soit directement par le professionnel, soit par un groupe qui représente le professionnel, avec l'assurance maladie, que ce soit CPAM ou ARS, donc sous toutes ces formes. Mais il y a un contrat, une convention qui est signée entre les deux, qui donne droit finalement, enfin, qui correspond au revenu conventionné, qui donne droit à la participation de l'assurance maladie dans dans l'assurance maladie. Tout ce qui est pardon, en dehors de ces revenus conventionnés, c'est tout, j'allais dire, tous nos actes, la plupart de nos actes quotidiens. On va revenir sur les 90-95% de nos actes quotidiens qui sont en dehors de cela. Donc ça, c'est pour avoir une idée de comment estimer sa part de revenus conventionnés. Et c'est important d'estimer sa part de revenus conventionnés, puisque moi, je vous propose un calcul simple, qui est tout simplement celui-ci. C'est le pourcentage de revenus conventionnés pour que le régime PAMC soit moins coûteux que le régime social des indépendants. J'ai fait pas mal mouliner les chiffres et le résultat est le suivant, c'est qu'à minima, mais vraiment à minima, il faut 35% de revenus conventionnés pour que le passage au régime, enfin, pour se maintenir au régime, plutôt, on va dire comme ça, pour se maintenir au régime des praticiens auxiliaires médicaux conventionnés. Mais en plus, vous voyez sur ce schéma que plus on va, enfin, ou moins on va avoir de revenus importants, plus il va falloir de revenus conventionnés pour que ça soit plus intéressant de passer au régime PAMC. Tout ça, c'est tout simplement parce que, comme vous l'avez vu précédemment, avec le système de décote, enfin d'allègement des charges sociales sur les parts des 6,50% de la cotisation de l'assurance maladie, si on enlève toute cette part-là, effectivement, ben, la différence, elle se retrouve avec les 3,25% de taxes additionnelles qui, elles, va s'appliquer malgré les allègements sur le parti. Donc, c'est pour ça que les 35% de revenus conventionnés, c'est pour les revenus les plus élevés, ou finalement, enfin, à partir de 42 000 euros, enfin, en fait, à partir de 42 392 euros, c'est-à-dire à partir du moment où s'applique les 6,50%, mais moins vous payez sur la partie assurance maladie, donc plus vous vous approchez de zéro sur la partie 6,50%, plus il faut de revenus conventionnés pour que le passage, le maintien plutôt au régime PAMC soit intéressant. Bruno, tu m'as paumé. Je t'ai paumé, bien. Si je résume, globalement, on est une profession qui fait entre 5 et 15% pour les plus chanceux d'actes conventionnés. D'accord ? Ouais. Aujourd'hui, tu nous dis que si on a un BNC qui dépasse 43 000 euros, il faut à minima 35% de revenus conventionnés pour rester au PAM. Voilà. Donc, en fait, tous ceux qui font plus de 43 000 euros de chiffre d'affaires et qui n'ont pas 35% d'actes conventionnés, il faut qu'ils passent au SSI. On est bien d'accord ? Tout à fait. Et tous les autres, moins les revenus sont importants, plus il faut un pourcentage de revenus conventionnés important pour que le régime PAM soit intéressant. Donc, en fait, finalement, le régime PAM est vraiment très peu intéressant pour notre profession au regard de la convention actuelle. Au regard de la convention actuelle, effectivement. D'accord. Alors, l'enjeu, c'est de se demander aussi, finalement, aujourd'hui, on a posé le constat, c'est très clair. Aujourd'hui, la majorité des pots d'eau devraient passer au SSI pour se dégager des charges en moins, augmenter leur BNC et du coup, pouvoir augmenter leur pouvoir d'achat finalement. Tout à fait. En gros. Je vois une question là. Si on passe au SSI, du coup, on aura droit aux familles. Si, c'est bien sûr que si. C'est pas ça, c'est indépendant. C'est pas. On est vraiment que sur la cotisation d'assurance maladie. Après, le reste de régime, on reste au régime de la Caisse nationale d'assurance maladie pour le reste. Et on reste conventionné, donc on a On reste conventionné, donc on a les avantages conventionnels pour l'aide à la c'est bien ce que modernisation j'ai dit technique. dans la diapositive, enfin une des C'est important de le diapositives repréciser, du coup. d'introduction. Ça concerne vraiment que cette partie-là de notre cotisation maladie. Donc, Tout du le reste, coup, ça ne change pas. si on prend tout ça,
Maintenant, on passe au SSI. Alors, personnellement, j'y suis. Donc, moi, c'est un choix qui était dicté dès le départ. Donc, on est au SSI. C'est définitif. C'est ce que tu nous disais au début. Tout à fait. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment, de manière, on va dire, la plus objective possible, penser que notre convention évoluera dans les 15 ou 20 ans qui viennent de telle manière qu'un jour, on aura 35% de revenus conventionnés pour un BNC supérieur à 43 000? C'est la Alors, question. la question, j'allais dire, il y a deux réponses possibles. Ou une réponse, mais avec deux façons de voir les choses. Bon, clairement, dans un premier temps, je vais dire que j'y crois pas. On puisse arriver à avoir tellement d'actes conventionnés qui s'ajoutent à notre, ou tellement de contrats, puisque si on parle d'ACI, enfin des accords cadres, des accords conventionnels interprofessionnels, euh, tellement d'actes qui relèveraient d'un contrat avec l'assurance maladie, on va le dire comme ça, qu'on rentrerait beaucoup plus de revenus dans ces revenus conventionnés. On va en avoir, mais d'arriver à 35%, ça me paraît quand même énorme. La marche est quand même haute. Après, il y a une autre chose, c'est que j'ose espérer, parce que c'est ce que j'ai laissé entendre tout à l'heure quand j'ai parlé de définitif, mais on sait que le définitif n'est pas toujours définitif. Mais j'ose espérer que si un jour un syndicat ou les syndicats qui iront négocier avec l'assurance maladie obtiennent des revenus, enfin des actes conventionnés tellement importants, qui fait qu'on sera largement au-dessus de ces 35% de revenus conventionnés, j'ose espérer que le jour où ils négocieront ça, ils auront l'intelligence de dire, ben oui, mais du coup, ce passage du PAM à la SSI, aujourd'hui, forcément, il est remis en cause. Donc, à ce moment-là, il faudra aussi renégocier. Alors, peut-être que ça, du coup, ça prendra encore plus de temps. Là, on est dans de la fiction, mais il faudra renégocier ce passage possible au PAMC si les conditions, enfin bon, après, encore une fois, on est de la fiction, mais si un jour, encore, on va rester sur un truc simple, si un jour, effectivement, on arrive à 50% d'actes conventionnés, on va dire, ou de revenus tirés d'actes conventionnés, ceux qui iront négocier ça avec l'assurance maladie, forcément, le passage, pour le coup, du SSI au PAMC sera dans la négociation. Ce n'est pas possible autrement. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt, pour le coup. Enfin, moi, c'est comme ça que je vois les choses, en tout cas. Ok, Bruno. Merci beaucoup. Tu as encore des slides derrière? Ouais. Eh bien, on enchaîne alors. Donc là, sur les démarches, Ah oui, donc la période. comment est-ce qu'on fait pour passer au SSI du coup? Voilà, Alors, ça. Ouais. concrètement, honnêtement, aujourd'hui, je n'ai pas la réponse de comment ça va s'appliquer. A priori, donc pas a priori, mais donc la période de possibilité étant ouverte à partir du 1er avril jusqu'au 31 décembre 2023, il paraît très logique, mais ça, on n'a pas encore les informations là-dessus, que bah, les URSSAF, la COS, je ne sais pas, ou l'assurance maladie, enverra un courrier à l'ensemble des professionnels ou fera une information à l'ensemble des pédicures-podologues pour dire voilà, cette période, elle est ouverte, comme on a eu pour le famille, par exemple, dire voilà, à partir d'aujourd'hui, vous pouvez déclarer voilà, vos revenus enfin, vos indicateurs pour le famille. Donc là, il y aura une information qui sera faite. Et si elle n'est pas faite par les organismes, de toute manière, nous chargerons de la faire à partir du moment où on aura l'information. Mais donc, et ça sera un courrier certainement à remplir, ou peut-être qu'aujourd'hui, ce ne sera même pas un courrier, ce sera juste cocher une case sur Internet. Mais le côté pratico-pratique, aujourd'hui, on n'en a pas connaissance. Mais voilà, le calendrier, il est connu, lui, par contre. Donc, du 1er avril jusqu'au 31 décembre, ça laisse le temps de réfléchir, de vérifier éventuellement certaines informations, puisque parfois, si vous avez vu d'autres informations passer sur les réseaux, il y a des dissonances entre certains points de vue, certaines appréciations des choses. Et donc, il y a des choses qu'il va peut-être falloir creuser pour vérifier exactement
ce qui est avancé. Moi, je suis sûr de ce que j'avance, mais bon, je peux malgré tout quand même me tromper. Et donc, ça sera, comme je disais, applicable à partir du 1er janvier 2024. Donc, ça sera uniquement à partir de 2024 que le changement, le changement, ce n'est pas pour maintenant, le changement, c'est pour 2024. Mais cette année, déjà, vous avez vu qu'il y aura une baisse de taux de la cotisation de toute manière avec les nouveaux taux qui ont été mis en place sur cette cotisation maladie. Donc, pour résumer, aujourd'hui, on ne sait pas comment ça va se passer pour basculer. En revanche, je te rejoins, il y aura une information qui sera faite. De toute façon, nous, au niveau de l'Union des podologues, on est en veille. C'est-à-dire que dès qu'on a les informations, elles seront mises en ligne sur notre site et envoyées évidemment en priorité à nos adhérents. Et derrière, je pense également que pour la plupart, nous avons des experts comptables qui, eux, vont également, à mon avis, être informés de cette possibilité. En tout cas, je vous invite toutes et tous à entrer en contact avec nos experts comptables pour les prévenir de ce changement et qu'ils puissent vous préparer le passage au SSI pour ceux qui choisiraient cette nouvelle affiliation. Voilà. Je pense que c'est assez important. On a vu, Bruno, dans tes chiffres, que c'est pas neutre. C'est pas neutre de pouvoir dégager 700, 800 euros de plus, surtout dans le contexte actuel. Tout à fait. Tu as d'autres slides? Ah, voilà, merci. Du coup, quel sera le taux de cotisation du SSI, Bruno? Il y a une question. Alors, le taux de cotisation, c'est celui que j'ai présenté tout à l'heure, c'est-à-dire le taux normal, c'est 6,50%. Après, sur tous les revenus inférieurs à 110% du PAS, plafond annuel de la sécurité sociale, il y a un taux progressif, même en dessous de 17 300, alors je ne sais plus les centaines d'euros, mais en dessous de 18 000 euros, on va dire, c'est zéro, carrément, c'est zéro de taux de cotisation. Et progressivement, donc de 18 000 jusqu'à 42 400 euros, ça progresse jusqu'à 6,5%. Mais là, tu viens de dire que les taux allaient baisser. Là. Tu as les montants ou pas? Mais les taux ont baissé cette année, c'est le tableau que j'ai montré tout à l'heure. Ouais. Je vais y revenir si vous voulez. Hop, il est là. Ça, ce sont les taux de cette année. Les taux de l'année dernière étaient. La tranche en dessous de 17 597 euros était à 0,85%. Là, enfin, c'était pas 17 597, mais c'était 40% du pass. C'était à 0,85%. Donc, cette année, elle est à 0%. Et voilà le taux progressif en fonction des. Et une autre question, le montant des indemnités journalières est-il le même entre le SSI et le PAM? Oui, c'est ça le sujet dont je parlais tout à l'heure. Le montant est le même. Alors, ce qui est compliqué, c'est que au niveau de la SSI, il y a plusieurs sous-branches. Et au niveau de l'assurance maladie, il y a plusieurs sous-branches. Enfin, il y a des enchevêtrements de branches les unes avec les autres. Mais aujourd'hui, les professionnels pédicures podologues, on va se contenter de nous, qui cotisent aujourd'hui déjà à la SSI, ont bien les mêmes taux de cotisation que les professionnels pédicures podologues qui cotisent au régime PAMC. Puisqu'en fait, le régime des IJ qui a été créé il y a 2 ans, c'est un régime à part au niveau de la SSI pour les professions libérales, parce que pour le coup, il n'y a pas que nous, mais pour l'ensemble des professions libérales. Et c'est un régime, et ce n'est pas le même taux effectivement, que pour les artisans commerçants. En clair, nous, c'est un taux de 0,30%. Et les artisans commerçants, c'est un taux de 0,85%. Et du coup, le taux n'est pas le même, mais aussi parce que les modalités d'application ne sont pas les mêmes. Et moi, j'affirme qu'aujourd'hui, les prestations en indemnité journalière, donc on parle des indemnités journalières qui vont du 3e jour au 89e jour, hein. Donc le complément à la CARPEMCO qui a été créé, donc, comme je disais il y a 2 ans, le taux est le même et les prestations sont les mêmes au régime PAMC et à la SSI.
Donc, du coup, on a une autre question de Karine qui nous dit, mais si les semelles rentrent dans la convention, ça change pas mal de choses pour les calculs. Effectivement, si les orthèses plantaires rentraient dans le calcul des actes conventionnés, on aurait une autre question à se poser. Mais On est d'accord, oui et non, parce que ce qu'il faut, ça changerait le calcul, on est d'accord. Mais après, tout dépend comment sont négociées les orthèses plantaires à ce moment-là, parce que, c'est encore ça. une fois, le taux de 3,25%, il est sur tout ce qui est non conventionné, mais tout ce qui est aussi dépassement d'honoraires. Donc, si on a un taux, une base de remboursement obligatoire, on va dire, je vais dire n'importe quoi, mais c'est voilà, c'est des choses qui ont pu circuler parfois, mais de 80 euros pour une paire d'orthèses plantaires et que nous, on la, on la facture 160 euros à nos patients, de toute manière, on va avoir 50% de ces revenus qui sont en dépassement d'honoraires. Alors, effectivement, ça modifie le calcul, on est d'accord, il n'y a pas de souci, mais c'est encore autre chose. Ouais, puis de toute façon, pour être dans les négociations conventionnelles depuis 15 ans maintenant, euh, moi, je ne pense pas que les orthèses plantaires à court terme ou moyen terme rentreront dans la convention. Voilà. Et honnêtement, On est plutôt sur les négociations conventionnelles. Après, ça, nous ne sommes pour le moment pas dans ces négociations conventionnelles. C'est pour ça qu'on compte aussi sur votre soutien pour nous donner le pouvoir d'y aller un jour ou l'autre. Mais les négociations conventionnelles aujourd'hui, elles vont plutôt traiter, enfin en tout cas je le souhaite, que ce soit de nouveaux actes dans le cadre de la prise en charge des patients atteints de cancer, dans le cadre de la prise en charge de pathologies comme l'arthrite, comme l'artérite, pardon, voilà, où on a des vrais actes de plus-value sur les patients. Bon, voilà, nous, en tout cas, on vous tiendra informé évidemment de toutes ces situations qui se présenteront. Il y a d'autres questions qui arrivent sur le flux. Si les orthèses plantaires sont conventionnées, est-ce que nous risquons de nous voir imposer un tarif rabat comme les POD? Alors, effectivement, le problème de la convention, c'est le tarif opposable. Donc la clépod, c'est un tarif opposable à 27 euros. Il n'a pas été réévalué depuis la création de cette, ou très peu, depuis la création de cette convention. Les raisons sont multiples. Il y a d'une part un contexte général où l'assurance maladie donne beaucoup aux grosses professions, entre guillemets, puis les petites professions comme la nôtre, parce qu'il faudra quand même rappeler que nous sommes une petite profession, 14 000 professionnels, avec 30 millions globalement de dépenses pour l'assurance maladie, là où les médecins, les infirmiers et kinés se comptent en milliards. Donc, nous, on est souvent mis de côté sur ces négociations conventionnelles pour diverses raisons. Et puis, parce que aussi, les décisions qui ont pu être prises à un moment donné par les organismes représentatifs de la profession ont conduit la profession dans une impasse par rapport aux personnes qui étaient à l'assurance maladie. Aujourd'hui, ces tarifs opposables, effectivement, ça peut être un blocage. Parce que, comme vous, quand je fais un patient à 27 euros, avec tout ce qu'on nous demande en plus sur le bilan et puis derrière sur les consultations de suivi, voilà, on se dit, il y aurait 10 euros de plus, ce serait quand même pas complètement indécent. Maintenant, ce tarif est opposable, il faut le négocier, il faut aller aux négociations conventionnelles, mais avec des arguments. Donc, si on rentre les orthèses plantaires dans la convention, on peut se retrouver face effectivement à des autorités de tutelle qui nous diront d'accord, on met les semelles dans la convention, vous aurez des avantages conventionnels liés à ces orthèses plantaires. En revanche, vous serez obligé de les facturer un prix qui sera bloqué et qui devra se renégocier régulièrement dans les négociations conventionnelles. Quand on voit aujourd'hui effectivement le résultat de ces négociations conventionnelles, je crois qu'il faut qu'on soit en capacité dans notre profession de se garder des actes hors convention qui nous permettent de maintenir nos revenus et puis d'aller chercher des actes nouveaux dans le cadre de notre convention pour aller chercher des patients qu'aujourd'hui on ne touche pas. Voilà. C'est un petit peu la stratégie qu'on souhaite mettre en place au niveau de l'Union des podologues, c'est-à-dire de proposer aux autorités de tutelle des nouveaux actes aux pédicures podologues dans cette convention et de ne pas sortir d'une part l'acte de base qui est le soin et qui lui ne rentre pas dans la convention et nous pratiquons les honoraires que nous voulons, parce que les médecins, leur acte de base il est conventionné, donc c'est le grand sujet en ce moment des négociations conventionnelles des médecins, puisqu'ils veulent revaloriser leur acte.
nous, on ne se pose pas cette question-là dans notre acte de base, puisqu'on pratique les tarifs que nous voulons dans un respect global et dans une certaine conscience professionnelle. Tact et mesure. Voilà, tact et mesure. Mais demain, si effectivement on rentre en toute convention, c'est que du tarif opposable. Donc nous sommes, nous, au niveau des podologues, nous ne sommes pas pour une profession toute entièrement conventionnée, loin de là. Par contre, nous sommes pour la mise en place d'une convention entre guillemets intelligente qui nous permettront d'aller chercher des nouveaux actes. Et d'ailleurs, il y a des pratiques avancées qui se mettent en place dans d'autres professions. Et je pense qu'aujourd'hui, on pourrait s'inscrire là-dedans. Dans la délégation de tâches aussi, au sein des exercices regroupés, que ce soit les maisons de santé pluriprofessionnelles ou le CPTS, pour aller chercher des actes de dermato, pour aller chercher, pourquoi pas, des actes, et je pèse mes mots, de petite chirurgie, ça fait toujours sourire, mais aujourd'hui, on a des difficultés sur certains territoires à prendre en charge les ongles incarnés, à prendre en charge des verrues, et je sais qu'il y a des protocoles de coopération qui sont en train d'être créés pour que les pédicures podologues puissent par là opérer les ongles incarnés, et de l'autre côté, traiter les verrues avec de l'azote, sous délégation médicale. Voilà. Donc, moi, je trouve que c'est beaucoup plus pertinent d'aller chercher ces actes-là pour les mettre dans une convention, pour gonfler nos revenus conventionnels, mais pas en nous sacrifiant sur notre cœur de métier. Moi, je voulais répondre à une question que j'ai vu passer là, disant, plus, c'est pas une question, c'est plus une remarque, disant que c'était bizarre que les orthèses plantaires ne soient pas dans la convention. En fait, alors je l'ai évoqué rapidement tout à l'heure, mais je vais le repréciser. En fait, ce n'est pas dans la même case au niveau de la sécurité sociale. C'est-à-dire que nos actes de pédicurie, les actes médicaux, on va dire, globalement, sont dans ce qui s'appelle la NGAP, donc la nomenclature générale des actes professionnels, alors que donc c'est en fait des actes pratiqués, ce qu'on pratique, alors que les orthèses plantaires sont dans la liste des produits et prestations, donc sont considérés comme un produit qu'on propose effectivement, mais qui n'est pas un acte. Et la convention, elle est uniquement sur les actes. Voilà. Alors après, c'est le découpage de l'assurance maladie. Et on peut essayer de le modifier, mais aujourd'hui, c'est comme ça que cela fonctionne. Et c'est pour ça qu'on n'a pas réussi, parce que c'est honnête, encore une fois, comme je vous ai dit au départ, dans le préambule de la Convention de 2007, il était envisagé de faire rentrer les orthèses plantaires dans le calcul. Au final, je ne sais pas si ça aurait été une bonne chose pour autant. C'est vrai qu'on a réfléchi après, on a essayé de faire des calculs. Ce n'est pas forcément parce qu'effectivement, comme vous le dites dans les messages qu'on voit passer, il y avait un risque de tarif bas. Et donc, comme j'ai dit tout à l'heure, de toute manière, on se retrouvait avec des dépassements très importants. Donc, si on avait le droit de faire des dépassements, si en plus on était interdit de dépassement, c'était encore pire. Donc, c'était peut-être un leurre qu'on nous a proposé à ce moment-là, qui nous a séduit, mais qui n'était pas forcément la meilleure des choses. Je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on nous propose aujourd'hui, c'est beaucoup plus simple pour nous. Et j'allais dire, ça nous permet plus de liberté. C'est ce que je pense aujourd'hui, en tout cas. Est-ce que vous avez d'autres questions? Alors, pour des questions, j'ai répondu en direct, mais le fait de passer au SSI ne change rien vis-à-vis de la prise en charge de vos patients, ne change rien vis-à-vis de la convention. Vous restez conventionné, vous êtes au SSI sur la cotisation assurance maladie. Point. Tout le reste, vous êtes toujours conventionné, donc vous continuez à coter vos clépodes, à prendre en charge vos patients, et sur tout le reste des avantages conventionnels, voilà, ça se calcule toujours pareil. Une autre question à laquelle j'ai répondu, oui, sur les prévoyances. La prévoyance, les contrats de prévoyance que vous pouvez signer avec des organismes d'assurance indépendants ne sont pas du tout impactés par le changement SSI, puisque de toute façon, les indemnités journalières, que ce soit au régime PAMC ou au régime SSI, sont globalement les mêmes, avec des dépenses les mêmes. Pour autant, vos contrats de prévoyance s'appliquent à l'une à l'autre. Après, si vous voulez vraiment
avoir le cœur net de tout ça, vous faites un point avec vos conseillers assurantiels en leur disant voilà, je passe au régime SSI, est-ce qu'il y a un changement vis-à-vis de vous, mais à mon avis, il n'y aura aucune incidence sur les contrats que vous avez en cours qui continueront donc à vous couvrir de la meilleure façon. J'en profite pour vous rappeler à toutes et tous de réévaluer régulièrement vos contrats. On a souvent la tête dans le guidon et parfois on oublie un petit peu de revoir ses contrats d'assurance. Si le jour où il nous arrive une couille, ben, on n'est pas indemnisé comme on voudrait. Donc, faites bien attention à ça. C'est très important aussi. Et surtout, pour compléter, depuis effectivement que les IJ avant Carpimco, les 90 premiers jours, les 87 jours indemnisés ont été mis en place, c'est vrai que les contrats qu'on avait souscrits avant, faut vraiment les revérifier parce que du coup, il y a des choses qui sont peut-être plus intéressantes et qui même voire des doublons. Et ça, c'est une chose importante. Et au-delà de ça, j'allais dire que de toute manière, par rapport à ces modifications et par rapport à ces différenciations qu'il peut y avoir entre les prévoyances en fonction d'un régime ou l'autre, même s'il y avait une différence entre les deux, de toute manière, on n'est que sur une prévoyance de 90 jours. Donc après, tout ce qui est au-delà des 90 jours, donc du 91e jour jusqu'à 3 ans maintenant, c'est la même chose. Donc s'il y a une différence, elle sera à la marge. Ok, en tout cas, merci vraiment. On va laisser la parole à notre présidente pour conclure ce webinaire. Mais voilà, tout est dit dans la slide là, qui vient de vous être mise. Il y a vraiment une équipe que j'ai vraiment eu le plaisir de présider pendant 1 an. Dans nos statuts, on a décidé de mettre en place une présidence tournante parce que c'est extrêmement important que ce ne soit pas l'histoire d'une personne, que ce ne soit pas un tel ou un tel qui s'approprie un syndicat. Nous, ce qu'on veut, c'est vraiment faire grandir notre profession, vous donner énormément d'informations, qu'on puisse grandir tous ensemble et qu'on puisse surtout prendre les décisions qui sont les meilleures. Voilà. Pour autant, on sera au salon de la FDP. On aura un stand. Vous pourrez nous y retrouver. Mais donnez-nous les moyens de continuer cette belle aventure en adhérant. Voilà. C'est moins cher qu'un plein d'essence, l'adhésion à Up. Aujourd'hui, c'est quand même con de dire ça, mais c'est pourtant la réalité. Donc, on attend votre soutien et puis faites du bruit autour de vous, parlez de l'union. Dites-leur que voilà, il y a des podos qui se regroupent, des podos modérés qui ne sont pas des hurluberlus. On essaie simplement de trouver les meilleures solutions dans le monde dans lequel on vit pour faire progresser notre profession. J'en ai déjà beaucoup trop dit, Myriam, je te laisse la parole, tu m'en excuses. Mais je pense, Jean-Loup, si vous m'entendez, que tu as tout dit et je te remercie. C'est ça, d'avoir une belle équipe autour de soi. En plus, j'ai perdu ma voix, donc merci encore pour ce webinaire. Merci pour votre participation et n'hésitez pas à vous inscrire au prochain webinaire dont la date sera, donc ce sera le 16 mars prochain. On vous réserve une petite surprise, donc n'hésitez pas à rester attentif sur le site de l'Union des podologues. À très bientôt et très bonne soirée à vous. Merci, à très bientôt. Merci Myriam. Bientôt. Merci, au revoir. Bruno, il y a encore une question, je ne sais pas si tu as vu. J'y ai répondu, mais je veux bien y répondre par oral sur l'assurance AT-MP. Je vais vérifier, mais elle existe normalement dans les deux. Mais je vais vérifier. C'est vrai que je m'engage à vérifier ça. Je ne suis pas sûr de ma réponse à 100%, mais a priori, ça existe dans les deux. Donc, il n'y a pas de alors, souci par rapport à ça. Ouais, sinon, on répondra par mail à la personne qui a voulu poser cette question sur contact@uniondespodologues.fr. Voilà, on essaiera de trouver les bonnes réponses les plus pointues pour vous soulager de votre question. Merci à vous et très bonne soirée. OK, merci. À bientôt, merci. Au revoir. Au revoir.